Parfois, les choses que nous considérons comme sans valeur s'avèrent être nos plus grandes bénédictions. Et parfois, un simple geste de gentillesse peut changer deux vies à jamais. Dans un saloon enfumé de la frontière du Montana, Caleb Stone, un montagnard, a gagné une jeune femme au poker. Elle était couverte de saleté et silencieuse, et toute la salle a ri lorsqu'il l'a emmenée dans la nuit. Ils l'ont traitée de bonne à rien. Ils ont dit qu'il s'était fait avoir. Mais lorsque le soleil s'est levé sur sa ferme en difficulté, Caleb l'a trouvée agenouillée dans le sol gelé, ses mains remuant la terre avec une tendresse qu'il n'avait jamais vue. En quelques semaines, sa terre stérile commença à fleurir comme aucune autre dans la région. Qui était cette femme silencieuse? Et quel don possédait-elle? Avant de continuer, dites-nous d'où vous nous écoutez. Et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné, car demain, je vous réserve quelque chose de très spécial. 3 jours avant cette partie de poker fatidique, Caleb Stone se tenait à la lisière de sa propriété et observait la terre qui avait brisé son dos et son moral pendant 7 longues années. 160 acres de sol montané tenace s'étendaient devant lui, rocailleux et résistants, lui donnant juste assez pour rester en vie, mais jamais assez pour lui permettre de vivre pleinement. Les montagnes s'élevaient derrière sa cabane comme des juges silencieux, leurs sommets encore blancs de neige, même si l'on était déjà fin avril. Il avait 45 ans et certains matins, il sentait chacune de ces années dans ses os. La cabane qu'il avait construite de ses propres mains était toujours solide, mais elle semblait plus vide à chaque saison qui passait. Sarah était partie depuis 7 ans maintenant, emportée par des complications lors de l'accouchement que le médecin itinérant n'avait pas pu résoudre. Le bébé, un fils qu'ils avaient prévu d'appeler Thomas, l'avait suivi quelques heures plus tard. Caleb les avait enterrés tous les deux sur la petite butte derrière la cabane, sous le peuplier que Sarah aimait tant. Ils se rendaient sur leur tombe tous les dimanches, chapeau à la main, et leur racontaient les difficultés de la semaine avec la terre, le poète, le temps, la solitude qui pesait sur son cœur comme une pierre. Il n'aimait pas beaucoup la ville, mais toutes les quelques semaines, l'isolement le poussait à descendre la route de montagne jusqu'au village. Ce n'était pas vraiment une ville, plutôt un ensemble de bâtiments blottis les uns contre les autres dans l'immensité du territoire. Il y avait un magasin général, une forge, une église qui servait également d'école et le Silver Creek Saloon, qui était le centre social de tous les hommes solitaires, vagabonds et rêveurs, qui tentaient de se faire une place dans ce pays hostile. C'est dans ce saloon que Caleb se trouvait ce samedi soir, sirotant un whisky et écoutant une oreille distraite les conversations habituelles sur la météo, le prix du bétail et les rumeurs provenant de la capitale territoriale. Le propriétaire, Jack Sutton, tenait un établissement correct, assez propre, assez honnête, et le whisky ne vous rendait pas aveugle. Les tables de poker à l'arrière étaient l'endroit où les hommes plus optimistes que sensés tentaient de changer leur destin, et Caleb s'en tenait généralement à l'écart. Mais cette nuit-là était différente. Cette nuit-là, Thomas Dalton tenait sa cour à la table principale, et une foule s'était rassemblée pour le regarder. Dalton possédait le plus grand ranch du territoire. 20 000 acres de pâturage de première qualité que son père avait revendiqué dans les années 40. C'était un bel homme d'une cinquantaine d'années, aux cheveux noirs striés de mèches argentées, toujours vêtu de beaux habits commandés à San Francisco. Il jouait aux cartes comme il dirigeait son ranch, de manière agressive et avec une confiance absolue dans sa capacité à gagner. En face de Dalton était assis un vagabond nommé Garrett, maigre et à l'air dangereux, avec le regard de quelqu'un qui avait trop vu et se souciait de trop peu. Il était en ville depuis une semaine, faisant des petits boulots et buvant tout son salaire. Il était maintenant à la table de Dalton avec une pile de pièces qui représentait soit une chance remarquable, soit une folie remarquable. Caleb observait depuis le bar tandis que le jeu s'intensifiait. Les autres joueurs avaient abandonné, ne laissant que Dalton et Garrett. Le pot avait atteint une somme bien plus importante que celle que Garrett possédait probablement. La tension dans la pièce s'épaississait, tandis que Garrett étudiait ses cartes avec un désespoir croissant. « Je suis à sec », dit finalement Garrett d'une voix rauque. « Mais j'ai quelque chose qui vaut plus que de l'argent. » Dalton haussa les sourcils. « J'en doute fortement, mon ami. C'est un jeu d'argent. »« J'ai une femme, » dit Garrett. La pièce devint silencieuse. « Elle est dehors dans ma charrette.
Elle est assez forte, assez jeune, elle vaut au moins ce qu'il y a dans ce pot. Ces mots retournèrent l'estomac de Caleb. C'était une région frontalière, rude et souvent sans loi. Mais il y avait encore des limites que les hommes honnêtes ne franchissaient pas. Le commerce des êtres humains comme du bétail en faisait partie. C'est Manimoine et Sam, même si cela arrivait plus souvent que quiconque ne voulait l'admettre. Les femmes, en particulier celles qui n'avaient ni famille ni protection, pouvaient se retrouver dans des situations où elles devenaient des biens à tous égards, sauf dans leur nom. Jack Sutton commença à protester, mais Dalton leva la main. « Faites-la entrer, dit-il. Voyons ce que vous misez. » Garrett sortit et revint. Quelques minutes plus tard, il revint en traînant une jeune femme par le bras. Elle trébucha en entrant, et la lumière de la lampe révéla quelqu'un qui ressemblait plus à une ombre qu'à une personne. Elle était maigre, sa robe était déchirée et sale, ses cheveux noirs étaient emmêlés et lui tombaient sur le visage. Ses mains étaient lâchement attachées avec une corde, et elle gardait les yeux fixés sur le sol. Elle devait avoir entre 25 et 30 ans, difficile à dire sous la saleté et l'épuisement. La salle bruissait de commentaires, pour la plupart grossiers. Dalton la regarda avec la même expression qu'il aurait pu avoir pour un cheval à une vente aux enchères. « Elle n'a pas l'air terrible, dit-il. Qu'est-ce qui te fait penser qu'elle vaut que peu? Elle peut travailler, dit Garrett. Et elle est calme. Elle ne cause pas de problème. Elle vaut son pesant d'or et même plus. » Caleb sentit quelque chose remuer dans sa poitrine. De la colère, de la pitié, quelque chose qui le poussa à poser son verre de whisky plus fort qu'il ne l'aurait voulu. Il avait vu assez de cruauté dans sa vie. Il avait vu des hommes traiter les animaux mieux que cela. Dalton sembla réfléchir, puis secoua la tête. « Je n'ai pas besoin d'un autre ouvrier agricole, surtout pas d'un qui a déjà l'air à moitié mort. Si vous ne pouvez pas égaler la mise, vous passez. » Le visage de Garrett s'assombrit. « Quelqu'un d'autre, alors? Quelqu'un veut prendre cette main? » Son regard balaya la pièce provocateur, désespéré. Le silence s'éternisa. Personne ne voulait s'impliquer. C'était le problème de Garrett. Et cette femme causerait probablement plus d'ennuis qu'elle n'en valait la peine. Caleb sentit que tous les hommes dans cette pièce faisaient le même calcul et arrivaient à la même conclusion. Passez votre chemin. Occupez-vous de vos affaires. Ne vous mêlez pas des problèmes des autres. Mais Caleb ne pouvait s'empêcher de regarder cette femme. Quelque chose dans son attitude, même si elle était manifestement effrayée et épuisée, suggérait une dignité que les circonstances n'avaient pas tout à fait anéantie. Elle lui rappelait douloureusement un jeune cerf qu'il avait trouvé un jour pris dans un piège, terrifié mais pas brisé, attendant de voir si le monde ferait preuve de miséricorde ou de cruauté. « Je vais prendre la main », s'entendit dire Caleb. Toutes les têtes dans le saloon se tournèrent vers lui. Jack Sutton avait l'air surpris et inquiet. Thomas Dalton semblait amusé. Garrett afficha un sourire qui n'avait rien de bienveillant. « Caleb Stone, dit Dalton, je ne t'aurais pas cru joueur. »« Je ne le suis pas, » répondit Caleb en se levant et en se dirigeant vers la table. « Mais je vais jouer cette main. » Il s'assit en face de Garrett, très conscient de la présence de la femme qui se tenait à proximité, toujours sans lever les yeux. De près, il pouvait voir qu'elle tremblait légèrement, mais il ne savait pas si c'était à cause de la peur ou de l'épuisement. Garrett distribua les cartes avec des mouvements rapides et expérimentés. Caleb prit ses cartes et les regarda sans vraiment les voir. Il ne pensait pas à la stratégie du poker. Il pensait à Sarah, à la vie qu'ils avaient planifiée, au genre d'homme qu'il lui avait promis d'être. La main se déroula rapidement. Caleb paria prudemment, et lorsque les dernières cartes furent révélées, il avait une paire de rois. Garrett avait une paire de 10, c'était suffisant. La salle éclata de rires et de commentaires. « Eh bien, Stone, dit quelqu'un, on dirait que tu viens de remporter la pire affaire du Montana. Tu aurais dû laisser Dalton prendre cette main, ajouta une autre voix. Il a assez d'argent à gaspiller. Qu'est-ce que tu vas faire d'elle? » Caleb les ignora. Il se leva et regarda Garrett. « La corde, dit-il doucement. » Garrett détacha les mains de la femme avec des gestes brusques, puis rassembla les quelques pièces qui lui restaient et se dirigea vers la porte en marmonnant des jurons. La foule commença à se disperser, le spectacle étant terminé, la plupart pariant sur le temps qu'il faudrait à Caleb pour regretter sa décision. Caleb se tourna vers la femme, elle le regardait maintenant,
les yeux sombres et indéchiffrables. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il. Elle ne répondit pas immédiatement. Sa voix, lorsqu'elle se fit entendre, semblait rouillée. « Est-ce important ?»« Pour moi, oui, » dit Caleb. Elle l'observa longuement, comme si elle essayait de déterminer s'il s'agissait d'un autre piège ou peut-être, contre toute attente, d'autre chose. « Eleanor, murmura-t-elle finalement. « Eleanor, répéta Caleb. Je m'appelle Caleb Stone. J'ai une ferme dans les montagnes. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un travail honnête et tu y seras en sécurité. C'est tout ce que je te propose. La sécurité et un travail honnête, tu comprends? » Elle acquiesça lentement, toujours fatiguée, toujours dans l'attente de la cruauté à laquelle elle s'était habituée. « Alors sortons d'ici, dit Caleb. Il ôta son manteau et le posa sur ses épaules. Il engloutissait son petit corps. Nous avons un long chemin à parcourir. Ils sortirent du saloon Silver Creek dans la nuit froide du Montana, laissant derrière eux les rires et les jugements. Caleb aida Eleanor à monter sur son cheval et grimpa derrière elle. Elle se tenait raide, distante, comme si même cette simple gentillesse pouvait être une ruse. Alors qu'ils remontaient la route de montagne sous un ciel étoilé, Caleb se demanda ce qu'il venait de faire. Il avait agi sous l'impulsion du moment, poussé par un mélange de décence et de solitude qu'il ne comprenait pas tout à fait. Il n'avait aucune idée de qui était vraiment cette femme, de ce qu'elle avait vécu, ni même si elle survivrait à la nuit dans son état actuel. Derrière lui, Eleanor était silencieuse, son corps se détendant peu à peu sous l'effet de l'épuisement qui devait être accablant. Quand ils arrivèrent enfin à sa cabane une heure plus tard, il l'aida à descendre et la conduisit à l'intérieur. Il alluma une lampe et lui indiqua la petite chambre qui avait été destinée à l'enfant qui n'était jamais venu. « Vous pouvez dormir là, dit-il. Il y a une couette sur le lit. Je serai ici si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Et le nana regarda autour d'elle la cabane simple, propre, dépouillée, mais solide et chaleureuse. Son regard s'attarda sur de petits détails. La cheminée, la table de cuisine, la bibliothèque avec ses quelques volumes usés. Finalement, elle regarda Caleb. « Pourquoi ?» demanda-t-elle simplement. Caleb réfléchit à la réponse à donner. « Parce que c'était la bonne chose à faire, dit-il finalement. Et parce que je sais ce que c'est que de se sentir seul au monde. » Elle acquiesça d'un signe de tête, puis se glissa dans la chambre et ferma la porte. Caleb entendit le grincement du lit lorsqu'elle s'allongea. Il resta longtemps assis à la table de la cuisine, se demandant ce que le lendemain lui réservait, se demandant s'il venait de compliquer irrémédiablement sa vie simple et solitaire. Il ne se doutait pas que la femme qui dormait dans sa chambre d'amis détenait un savoir qui allait transformer non seulement sa propriété, mais aussi tout son avenir. Il ne se doutait pas que ce qu'il considérait comme un acte de charité allait devenir la plus grande bénédiction de sa vie. Tout ce qu'il savait, c'est que pour la première fois en 7 ans, sa cabane ne lui semblait plus aussi vide. Caleb se réveilla avant l'aube, comme toujours. Il faisait froid dans la cabane et il alluma le feu avant de mettre le café à bouillir. Il se déplaçait sans bruit, conscient qu'Eleanor dormait probablement encore après ce qui avait dû être des semaines ou des mois d'épuisement et de peur. Il lui laisserait le temps. Les tâches ménagères pouvaient attendre 1 heure ou 2, mais lorsqu'il jeta un coup d'œil par la fenêtre, alors que les premières lueurs grises touchaient les montagnes, il la vit. Elle était agenouillée dans ce champ le plus proche de la cabane, les mains enfoncées dans la terre. Pendant un instant, il crut que quelque chose n'allait pas, qu'elle était peut-être désorientée ou en détresse. Il attrapa son manteau et sortit. L'air matinal était vif et pur, emportant avec lui le parfum des pins des montagnes. Ses bottes crissaient sur le sol durci par le gel alors qu'il s'approchait d'elle. Elle ne leva pas les yeux, même si elle avait dû l'entendre arriver. Elle était entièrement concentrée sur la terre devant elle, ses doigts fouillant le sol avec des mouvements prudents et délibérés. « Elle est la nana », dit-il doucement, ne voulant pas l'effrayer. Elle leva alors les yeux, et il fut frappé par à quel point elle semblait différente dans la lumière du matin. Son visage était toujours sale, ses cheveux toujours emmêlés, mais ses yeux étaient alertes et concentrés d'une manière qu'il n'était pas la veille au soir. Il y avait de l'intelligence dans son regard et quelque chose d'autre, une sorte de faim, mais pas pour de la nourriture. « Je suis désolé, dit-elle rapidement en se levant. Je ne voulais pas, j'aurais dû demander la permission. »« La permission de quoi ?» demanda Caleb, sincèrement perplexe. Elle désigna le sol autour d'elle. « D'examiner votre sol.
Je me suis réveillé et j'ai vu le champ, et je n'ai pas pu m'en empêcher. Cela fait si longtemps que je... Elle s'interrompit, comme si elle se rendait compte qu'elle en avait trop dit. Caleb regarda la terre qu'elle avait étudiée. Pour lui, elle avait toujours le même aspect. Rocailleuse, tenace, le même sol contre lequel il se battait depuis 7 ans. Qu'en est-il du sol? Demanda-t-il. L'ANENA hésita, puis sembla prendre une décision. Lorsqu'elle parla, sa voix était différente, plus confiante, plus vivante. Votre pH est trop élevé. Le sol est alcalin. C'est pourquoi vous avez du mal à cultiver la plupart des plantes. Tu peux le voir à la façon dont poussent les plantes indigènes, principalement la sauge et le buisson à lapin, deux indicateurs alcalins. Mais la composition est en fait assez bonne en dessous. Tu as une teneur en argile décente pour la rétention d'humidité et le profil minéral est meilleur que ce que tu pourrais penser en voyant la surface. Apparence. Caleb la fixa du regard. Les mots sortaient de sa bouche comme si elle lisait un manuel, mais avec une aisance qui suggérait une profonde familiarité. Comment sais-tu tout cela? Elle baissa les yeux vers ses mains, encore couvertes de terre. Mon père était botaniste, le professeur Edmund Hartwell. Il enseignait à l'Université de Philadelphie, mais sa véritable passion était le travail sur le terrain. Il a passé 20 ans à documenter les espèces végétales et les conditions du sol dans les territoires frontaliers. J'ai voyagé avec lui depuis l'âge de 12 ans. Il m'a tout appris. L'identification des plantes, la chimie des sols, les techniques de culture, la propagation des graines. C'était notre vie à tous les deux. Les mots jaillirent comme s'ils avaient été retenus trop longtemps, comme un barrage qui finissait par céder. Caleb écouta, essayant de concilier cette femme instruite et cultivée avec la silhouette silencieuse et abattue qu'il avait ramenée chez lui la nuit dernière. Il est mort il y a 6 mois, poursuivit l'ANENA, d'une voix plus calme, d'une pneumonie, dans une ville sans médecin compétent. Après son départ, j'ai essayé de poursuivre son travail, mais seule en tant que femme. Elle s'interrompit, serrant les mâchoires. Les hommes ne voient pas les femmes comme des personnes dotées de compétences et de connaissances. Ils les voient comme des biens, des opportunités, des objets à utiliser. Caleb sentit la colère monter en lui, non pas contre elle, mais contre le monde qui avait réduit cette personne remarquable à un simple enjeu de poker. Ton père semblait être un homme sage, dit-il avec précaution, pour t'avoir enseigné tout cela. L'ANENA leva les yeux vers lui, cherchant sur son visage des traces de moquerie ou d'incrédulité, mais n'en trouvant aucune. Elle se détendit légèrement. Il disait souvent que la connaissance était la seule chose qui ne pouvait vous être enlevée. Mais il se trompait à ce sujet. Quand tout le reste vous est enlevé, la connaissance n'a plus beaucoup d'importance. Elle a de l'importance maintenant, dit Caleb. Si vous pouvez aider cette terre à produire, cela a beaucoup d'importance. Je travaille cette terre depuis 7 ans et le rendement est à peine suffisant pour continuer. Si je fais quelque chose de travers, je serai reconnaissant d'apprendre. La transformation d'Elanena était remarquable. La lassitude de Desana n'avait pas complètement disparu, mais elle était accompagnée d'autres choses. Une raison d'être peut-être, ou de l'espoir. Elle se leva en brossant la terre de ses mains. Puis-je voir ce que vous avez planté par le passé? Caleb lui fit visiter la propriété, lui expliquant ses tentatives de culture, ses échecs avec le blé, son succès modéré avec les pommes de terre, son désastre complet avec le maïs. L'ANENA écouta attentivement, s'arrêtant parfois pour examiner le sol ou observer l'angle du soleil. Elle posa des questions sur le drainage, sur les dates de gel, sur ce qui poussait à l'état sauvage dans la forêt environnante. Finalement, elle se tourna vers lui. Vous vous êtes battu contre la terre au lieu de travailler avec elle, dit-elle sans méchanceté. Ce sol a besoin d'être amendé. Il a besoin de cultures différentes de celles que vous avez essayées. Et votre disposition des plantations, tout en rangée droite, ne vous aide pas. Les plantes s'entraident si vous les laissez faire. Mon père appelait cela la culture associée. Certaines plantes fixent l'azote dans le sol. D'autres repoussent les parasites qui détruiraient leurs voisines. Elles sont destinées à pousser en communauté, pas isolées. Caleb écouta, fasciné malgré lui. Pouvez-vous faire cela ici? Les faire pousser en communauté? L'ANENA fouilla dans la poche de sa robe, la même robe déchirée et sale qu'elle portait, même s'il allait devoir lui trouver quelque chose de mieux, et en sortit une petite pochette en cuir.
Elle l'ouvrit avec précaution, révélant des graines. C'étaient des variétés inhabituelles qu'il ne reconnaissait pas. Certaines étaient petites et sombres, d'autres plus grosses et de forme étrange. Mon père collectionnait des graines partout où nous voyagions, dit-elle d'une voix respectueuse. Des variétés rares, des souches résistantes, des plantes adaptées à des conditions difficiles. Il créait un catalogue des espèces capables de survivre à la vie dans les régions frontalières. C'est tout ce qui me reste de son travail. Je les transporte depuis sa mort, je les protège. Elle leva les yeux vers Caleb, et pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontré, il y avait quelque chose qui ressemblait à de l'espoir dans son regard. Si vous me le permettez, je peux les planter. Je peux vous montrer des techniques qui transformeront cette terre. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais en une saison, peut-être deux, vous pourriez obtenir des rendements que vous n'auriez jamais imaginés. Caleb regarda cette femme, ce cadeau inattendu qui était entré dans sa vie dans les circonstances les plus difficiles. Il pensa à ses 7 années de solitude et d'échec, à la façon dont il avait simplement survécu plutôt que vécu. Il pensa à Sarah et à la vie qu'ils n'avaient jamais pu construire ensemble, et aux secondes chances qui se présentaient parfois sous la forme de catastrophes. C'est votre maison maintenant, Eleanor, dit-il, aussi longtemps que tu le souhaiteras. Tu n'as pas besoin de ma permission pour planter, mais je serai honoré d'apprendre de toi si tu es disposé à m'enseigner. Quelque chose dans son visage s'adoucit. L'armure de lassitude et d'autoprotection qu'elle s'était forgée au cours de ces mois d'horreur commença à se fissurer légèrement. Alors nous devrions commencer aujourd'hui, dit-elle. La saison de croissance est courte aussi loin au nord. Nous n'avons pas de temps à perdre. Ils travaillèrent toute la matinée, Eleanor donnant les instructions et Caleb les suivant. Elle lui fit creuser des plates-bandes selon des motifs qu'il n'avait jamais utilisés auparavant, créant des arrangements circulaires au lieu de rangées droites. Elle expliqua le raisonnement derrière chaque décision. Cette plante ici, car elle fournirait de l'ombre à celle-là. Cette autre plante parce que ses racines ameubliront le sol dur et apporteront des nutriments à ses voisines. Ses mains se déplaçaient dans la terre avec une douceur presque révérencieuse. Elle plaçait chaque graine avec soin, l'enfonçant dans le sol à la profondeur exacte, murmurant des informations sur ce dont elle avait besoin pour s'épanouir. Caleb se sentit ému par son dévouement, par la façon dont elle semblait mettre tout son espoir et toute son énergie dans ce simple geste de plantation. À midi, ils avaient préparé 3 grands parterres près de la cabane. Eleanor avait planté un arrangement complexe de légumes, d'herbes et de fleurs qui, selon elle, se soutiendraient et se renforceraient mutuellement. Elle avait utilisé environ 1/3 de ces précieuses graines, traitant chacune d'elles comme le trésor qu'elle était. Alors qu'il regardait la terre fraîchement labourée, Caleb ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. De l'anticipation, le sentiment que peut-être, juste peut-être, les choses pourraient s'améliorer. « Combien de temps avant de voir les résultats ?» demanda-t-il. Elle, la nana, sourit légèrement. C'était la première fois qu'il la voyait sourire, et cela transforma son visage. « Certaines de ces variétés sont à croissance rapide. Mon père les a développées. Si le temps le permet, vous verrez des pousses dans une semaine. Dans un mois, vous verrez une véritable croissance. » Au moment de la récolte, elle marqua une pause, comme si elle avait peur de faire une promesse trop audacieuse. Au moment de la récolte, vous ne reconnaîtrez plus cet endroit. Cet après-midi-là, Caleb se rendit en ville pour faire des provisions, laissant Eleanor à la ferme. Il devait lui trouver des vêtements appropriés, plus de nourriture et quelques produits de première nécessité. Mais il avait aussi besoin de temps pour assimiler ce qui se passait. En moins de 24 heures, son monde entier avait basculé. L'homme solitaire des montagnes, qui avait lentement renoncé à la vie, avait désormais un but et une compagne, aussi inattendue soit-elle. À l'épicerie, Madame Henderson était derrière le comptoir. C'était une femme corpulente d'une 60aine d'années, la gardienne officieuse de toutes les nouvelles et de tous les ragots du village. Elle écarquilla les yeux lorsqu'elle le vit. « Caleb Stone », dit-elle d'une voix qui trahissait son intention de lui poser des questions. « J'ai entendu dire que vous aviez gagné une femme à la table de poker hier soir. Les nouvelles vont vite dans une petite colonie. » Caleb garda une expression neutre. « J'ai aidé quelqu'un qui avait besoin d'aide, Martha. C'est tout. » Madame Henderson ne semblait clairement pas convaincue. « Et qu'avez-vous l'intention de faire avec elle? »« Je vais lui offrir un endroit sûr où vivre et un travail honnête, » répondit Caleb fermement.
comme je le fais pour tous ceux qui sont dans le besoin. Il acheta une robe, un manteau, des bottes et divers articles de première nécessité, essayant de deviner la taille d'Elelanena. Madame Henderson l'observait d'un œil critique, mais elle se retint de faire des commentaires, ce qui était inhabituel pour elle. Alors que Caleb s'apprêtait à partir, elle l'appela. Caleb Stone, vous êtes un homme bon. Vous l'avez toujours été, mais les gens parlent et ce n'est pas toujours gentil. Fais attention là-haut dans la montagne. Et si cette fille a besoin de quoi que ce soit pour une femme, tu comprends que tu l'envoies chez moi. Aucune femme ne devrait être seule sans d'autres femmes pour l'aider. Caleb acquiesça, reconnaissant pour cette offre de soutien inattendue. Je lui dirai. Merci, Martha. Sur le chemin du retour vers la montagne, Caleb repensa à l'avertissement de Madame Henderson. Les gens parlaient, bien sûr. Il avait fait quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui pouvait être interprété de toutes sortes de façons, la plupart erronées. Mais il avait appris depuis longtemps qu'on ne pouvait pas vivre sa vie en fonction de ce que les autres pensaient. On faisait ce qui était juste et on assumait les conséquences. Lorsqu'il arriva à la ferme, il trouva Elelanena toujours dans les champs. Elle avait continué à travailler, préparant d'autres plates-bandes, délimitant des zones pour les futures plantations. Elle était couverte de saleté et de sueur, mais elle dégageait une énergie qui n'était pas là auparavant. Ce matin-là, elle semblait vivante. « Je t'ai apporté quelques affaires, » dit Caleb en lui tendant les paquets. « Elles ne tireront peut-être pas parfaitement, mais elles sont mieux que, » dit-il en montrant sa robe déchirée. Eleanor prit les paquets avec des mains qui tremblaient légèrement. « Tu n'avais pas à faire ça. »« Si, je devais le faire, » répondit simplement Caleb. « Tu travailles dur, tu mérites des vêtements convenables et de la nourriture décente. C'est une question de décence humaine élémentaire. » Ce soir-là, après qu'Elelanena se soit lavée et ait enfilé la nouvelle robe, qui lui allait plutôt bien, ils s'assirent à la table de la cuisine pour leur premier vrai repas ensemble. Caleb avait préparé un simple ragoût, rien d'extraordinaire, mais Elelanena mangea comme si c'était un festin. Ils parlèrent un peu des semailles, de ce qu'il restait à faire, des prévisions météorologiques pour les semaines à venir. Alors que la soirée avançait et que la lumière de la lampe rendait la cabane chaleureuse et sécurisante, Caleb réalisa que quelque chose avait fondamentalement changé. Pendant 7 ans, cette cabane avait été un tombeau, un endroit où il avait existé sans vivre, où il avait honoré la mémoire des morts, mais oublié les besoins des vivants. Maintenant, avec Elelanena assise en face de lui, planifiant, espérant et apportant ses connaissances et sa vie à ces terres stériles, la cabane ressemblait à nouveau à un foyer. Il ne savait pas ce que l'avenir leur réservait. Il ne savait pas s'il pourrait vraiment faire prospérer ces terres, ni ce qu'il adviendrait de cet étrange arrangement dans lequel il s'était engagé. Mais pour la première fois depuis la mort de Sarah, Caleb Stone ressentait autre chose que de la résignation. Il ressentait une possibilité, et cela lui semblait valoir plus que tout l'or du territoire du Montana. Dehors, sous la lumière des étoiles, les graines qu'Eleanor avait plantées attendaient dans la terre. Et même si aucun d'eux ne le savait encore, ces graines allaient tout changer. 2 mois après le début de leur partenariat, la ferme était méconnaissable. Et ce qui avait été la lutte solitaire de Caleb contre une terre récalcitrante s'était transformé en quelque chose de remarquable. Les champs produisaient des légumes en abondance. Pommes de terre, carottes, haricots, courges, tous prospéraient dans le sol montagneux qui avait résisté à la culture pendant des années. Les techniques de culture associées d'Elelanena fonctionnaient exactement comme elle l'avait promis. Les maroldes bordaient les plates-bandes de légumes, leurs feuilles orange vifs tournées vers le soleil, tandis que leurs racines libéraient des composés qui éloignaient les parasites. Les haricots grimpaient sur des poteaux à côté des tiges de maïs, fixant l'azote dans le sol. Les feuilles de courge s'étalaient sous eux, ombrageant la terre et retenant l'humidité. Mais c'est la récolte elle-même qui a surpris tout le monde. Lorsque Caleb a chargé son chariot de produits à vendre en ville, le volume impressionnant a attiré les foules. Ses pommes de terre étaient 2 fois plus grosses que celles de ses voisins. Ses carottes étaient droites et sucrées. Ses haricots pendaient lourdement sur leurs vignes. La nouvelle s'est rapidement répandue, et bientôt d'autres colons ont gravi la montagne avec des questions et des demandes de conseils. Elelanena n'a jamais refusé d'aider qui que ce soit. Elle partageait librement ses connaissances, expliquait la composition du sol et les niveaux de pH,
montrait les techniques de compostage appropriées et offrait des graines provenant de ses précieuses réserves. Caleb la regardait enseigner à un groupe d'agriculteurs en difficulté par une chaude après-midi de juillet, gesticulant tandis qu'elle expliquait la rotation des cultures d'une voix claire et assurée. C'était là sa véritable nature. Non pas une propriété, ni un fardeau, mais une enseignante dont les connaissances pouvaient changer des vies. Parmi les visiteurs, Elelanena remarqua des tendances qui l'inquiétèrent. Plusieurs familles mentionnèrent avoir subi des pressions pour vendre leurs terres. D'autres parlèrent de problèmes mystérieux liés à leurs droits sur l'eau ou à leur permis de pâturage. Lorsqu'on les pressait de questions, la plupart admettaient que ces pressions venaient de Thomas Dalton ou de ses représentants. Il étendait systématiquement ses possessions, utilisant des manœuvres juridiques et des pressions économiques pour acquérir les propriétés de ceux qui n'avaient pas les moyens de résister. Un soir, après une longue journée d'enseignement et de travail, Elelanena s'assit à la table de la cuisine avec le journal de son père. Elle avait poursuivi son travail, documentant tout ce qu'il faisait dans la ferme. Elle étala les pages devant Caleb. « Regarde ça, dit-elle, la voix teintée d'excitation et d'autres choses, une prise de conscience de l'importance de ce qu'elle voyait. Mon père ne se contentait pas d'enregistrer les espèces végétales. Il développait un système complet pour l'agriculture pionnière. Des variétés résistantes sélectionnées pour les conditions difficiles, des techniques d'amélioration des sols sans engrais coûteux, des méthodes pour maximiser le rendement avec un minimum d'eau. Si ces informations étaient correctement compilées et diffusées, elles pourraient transformer la façon dont les gens cultivent la terre dans ces territoires. » Caleb regarda les notes détaillées, les dessins soignés, les décennies de recherche. « C'est remarquable, Eleanor. L'œuvre de toute une vie de ton père est maintenant la mienne. » Eleanor dit, « Je veux terminer ce qu'il a commencé. Créer un catalogue approprié, un guide que tout colon pourrait utiliser. Prouver que ces théories fonctionnent. » Elle leva les yeux vers Caleb, le regard brillant. « Nous en sommes la preuve. Cette ferme est la preuve vivante que ces méthodes réussissent là où l'agriculture traditionnelle échoue. Alors, nous allons terminer son travail. » Caleb dit, « Documentez tout. Faites-le de manière scientifique et approfondie. Le nom de votre père doit rester dans les mémoires pour ce travail. » Elelanena tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. Au cours des 2 mois qui s'étaient écoulés depuis ce premier matin où elle avait examiné son sol, leur relation avait évolué vers quelque chose qu'aucun d'eux n'avait prévu. Ils travaillaient côte à côte de l'aube au crépuscule. Ils partageaient leurs repas et leurs conversations. Ils riaient ensemble des petits moments de joie. Une pomme de terre particulièrement grosse, un lapin qui n'arrêtait pas de voler des haricots, la façon dont le coucher de soleil peignait les montagnes. La confiance s'était installée entre eux. Et avec elle, quelque chose de plus profond. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi, » dit Elelanena doucement. « Tu m'as sauvé la vie, Caleb, et tu m'as donné une raison de la vivre. » Avant que Caleb n'ait pu répondre, ils entendirent le bruit de sabots qui s'approchaient. Il était tard pour recevoir des visiteurs, presque le crépuscule. Caleb se leva, sa main se dirigeant automatiquement vers le fusil accroché près de la porte. Mais ce n'était qu'un seul cavalier. Et lorsque la silhouette apparut, il reconnut M. Upson, de la colonie. Caleb Elelanena appela Paulson en descendant rapidement de cheval. « J'ai des nouvelles. Thomas Dalton a fait une offre officielle. Il veut engager Eleanor comme consultante agricole pour son ranch. Il a envoyé une lettre officielle au maître de poste de la colonie, offrant une somme d'argent substantielle et ce qu'il appelle des conditions professionnelles convenables. » Elelanena pâlit. « Je lui ai déjà refusé. » « Eh bien, il n'accepte pas ce refus. » Paulson a dit qu'il s'était renseigné pour connaître les antécédents d'Elelanena. D'une manière ou d'une autre, il a appris l'existence de son père, la réputation du professeur. Il dit à tout le monde que des connaissances comme celle-là ne devraient pas être gaspillées dans une petite ferme, mais qu'elles devraient être utilisées à bon escient pour le bien du territoire. Il veut dire pour son propre bénéfice, dit Caleb, la colère montant dans sa poitrine. Il veut contrôler ce qu'Elelanena sait, l'utiliser à son propre profit. C'est aussi mon impression, acquiesça Upson. Mais il a de l'influence, Caleb. Le gouverneur du territoire l'écoute. Il fait croire qu'il se soucie du bien-être d'Elelanena comme si elle était maltraitée ici. Il avait l'air désolé. Certaines personnes commencent à l'écouter.
Après le départ de Paulson, qui avait promis de les tenir informés, Caleb et Elelanena restèrent assis dans un silence pesant. Finalement, Elelanena prit la parole. Il n'arrêtera pas, n'est-ce pas? Il me considère comme un bien à acquérir, tout comme Garrett. Il utilise simplement des mots plus sophistiqués pour parler d'opportunités professionnelles et d'utilisation appropriée. Je ne le laisserai pas t'emmener, dit Caleb fermement. C'est ici chez toi. C'est toi qui as choisi d'être ici. Mais s'il trouve un moyen, la voix d'Elelanena était faible, effrayée d'une manière que Caleb n'avait pas entendue depuis cette première nuit. Et s'il utilise la loi, utilise son influence? Je n'ai aucun statut juridique, Caleb. Je ne suis personne. L'ancienne propriété d'un vagabond. Qui va écouter ce que je veux? Caleb s'approcha d'elle et s'agenouilla à côté de sa chaise afin de pouvoir la regarder dans les yeux. Tu n'es pas une inconnue. Tu es Elelanena Hartwell, la fille d'un des botanistes les plus respectés du pays. Tu es une scientifique à part entière. Et tu es, il marqua une pause, puis s'engagea à dire la vérité. Tu es la personne qui m'a ramené à la vie, qui m'a fait redécouvrir ce que signifie espérer en l'avenir. Tu comptes, Eleanor, pour cette communauté, pour cette terre et pour moi. Les yeux d'Eleanor se rempliront de larmes. J'ai peur, Caleb. J'ai peur qu'il trouve un moyen de m'éloigner d'ici, de toi. J'ai enfin trouvé un endroit où je me sens chez moi, et je ne peux pas le perdre. Alors nous ferons en sorte que personne ne puisse t'emmener, dit Caleb. Il se leva, prit sa décision. Épouse-moi. Pas dans 2 semaines, quand le pasteur viendra, mais ce soir. Il y a un juge de paix à Silver Creek, à seulement 1 heure de route. Nous y allons maintenant. Nous officialiserons notre union. En tant que mon épouse, tu bénéficieras d'une protection juridique. Dalton ne pourra pas prétendre que tu es retenu contre ton gré. Il ne pourra pas affirmer que tu n'es qu'une vagabonde sans domicile fixe. Tu seras Elelanena Stone, une résidente légale et propriétaire foncière. Elelanena le fixa du regard. Es-tu sûr? C'est rapide, mais ce n'est pas romantique. Ce n'est pas romantique de faire ça comme ça. Le romantisme, c'est pour les jeunes qui ont du temps à perdre, dit Caleb doucement. Nous avons dépassé ce stade. Ce que nous avons, c'est un meilleur partenariat, du respect, un objectif commun. Cela vaut plus que tout le romantisme du monde. Et pour l'instant, officialiser notre union est la chose intelligente à faire, la bonne chose à faire. Elelanena se leva en s'essuyant les yeux. Alors oui, faisons-le maintenant. Ce soir, ils roulèrent dans l'obscurité grandissante jusqu'à Silver Creek, une petite colonie située à environ 16 kilomètres à l'est. Le juge de paix, un homme pragmatique nommé Morrison, les maria dans son salon, en présence de sa femme comme témoin. Il n'y avait ni fleurs, ni robes sophistiquées, ni fêtes, juste 2 personnes debout devant la loi et l'une devant l'autre, prononçant des vœux qui signifiaient sécurité, partenariat et engagement. Lorsque Morrison les déclara mariés, Caleb prit la main d'Elelanena et glissa une simple alliance en or à son doigt. Il l'avait achetée cet après-midi-là en ville, pressentant d'une manière ou d'une autre que ce moment arriverait. Elle n'était pas sophistiquée, juste un simple anneau en or. Mais Eleanor la regarda comme si c'était la chose la plus précieuse qu'elle ait jamais reçue. « Merci, murmura-t-elle, de m'avoir vu, de m'avoir protégé, de m'avoir donné un foyer. »« Merci, répondit Caleb, d'avoir redonné vie à ma terre et à mon cœur. » Ils rentrèrent à la ferme sous un ciel étoilé. À leur arrivée, Caleb porta Eleanor pour franchir le seuil, respectant la tradition, même dans ces circonstances inhabituelles. Elle rit vraiment, pour la première fois depuis que l'offre de Dalton avait jeté une ombre sur eux. Cette nuit-là, dans la cabane qui leur appartenait désormais légalement, ils s'assirent et discutèrent pendant des heures. Ils parlèrent de leurs projets pour la terre, pour le catalogue qu'ils allaient réaliser, pour l'avenir qu'ils allaient construire. Et quand Elelanena se retira enfin dans ce qui avait été la chambre d'amis, elle s'arrêta à la porte. « Nous n'avons plus besoin d'être séparés, dit-elle doucement. Nous sommes mariés, vraiment mariés. » Caleb s'approcha d'elle et lui prit doucement le visage entre ses mains calleuses. « Nous prendrons notre temps, il n'y a pas d'urgence. Ce qui compte, c'est que tu sois en sécurité, que tu sois chez toi, que tu sois mienne aux yeux de la loi, afin que personne ne puisse t'emmener. » Elelanena sourit et l'embrassa, tendrement et brièvement, mais avec beaucoup de promesses. « Bonne nuit, mon mari. Bonne nuit, femme. » Alors que Caleb était allongé dans son lit cette nuit-là,
Il repensa au chemin étrange qui les avait menés ici. Une partie de poker imprudente. Une femme que tout le monde considérait comme sans valeur. Des graines plantées dans un sol difficile. Et maintenant, un mariage qui avait du sens d'une manière qu'il ne pouvait pas tout à fait expliquer, mais qui lui semblait profondément vrai. Les graines qu'Eleanor avait plantées prospéraient, et contre toute attente, l'amour qui grandissait entre eux était calme, pratique et absolument réel. Le lendemain de leur mariage discret, Elelanena se réveilla et trouva Caleb déjà debout, occupé dans la cuisine. L'odeur du café et du bacon frit emplissait la cabane. Elle sortit de sa chambre. Leur arrangement n'avait pas changé du jour au lendemain, mais quelque chose semblait différent entre eux. Il y avait une nouvelle certitude, une solidité qui venait de leur engagement légal. « Bonjour, Madame Stone », dit Caleb avec un léger sourire. Elelanena sentit une chaleur envahir sa poitrine. « Bonjour, Monsieur Stone. » Ils décidèrent d'organiser une cérémonie en bonne et due forme lorsque le pasteur itinérant passerait dans la région. Une cérémonie publique qui ferait connaître leur union à la communauté. Madame Henderson, ravie de la nouvelle, se lança dans l'organisation d'une modeste fête. Elle demanda l'aide des autres femmes et, malgré les protestations d'Elelanena, qui trouvait cela inutile, les préparatifs commencèrent sérieusement. 2 semaines plus tard, par un dimanche matin ensoleillé, les gens se rassemblèrent dans la petite église du village. Elelanena portait une robe simple que Madame Henderson et les autres femmes avaient cousue ensemble, en coton bleu pâle, avec de délicates broderies blanches au col et aux poignets. Caleb portait le costume de son père, nettoyé et raccommodé, qui semblait inconfortable mais digne. Le pasteur itinérant, le révérend Matthews, était un homme aimable d'une 60aine d'années qui officiait dans le circuit depuis 30 ans. Il avait marié Caleb et Sarah des années auparavant, et il s'en souvenait. Avant la cérémonie, il s'entretint en privé avec Caleb. « Sarah était une femme formidable, dit Matthews, et elle aurait voulu que tu sois heureux. Ne te sens pas coupable d'avoir choisi de vivre à nouveau. » La cérémonie était simple, mais sincère. Caleb et Elelanena se tenaient devant leur communauté et répétaient les vœux qu'ils avaient déjà prononcés une fois, mais cette fois-ci avec des témoins, avec la bénédiction et le soutien des personnes qui avaient appris à les aimer. Lorsque Caleb leva la main d'Eleanor et vit l'alliance en or qui s'y trouvait déjà, il sourit. Lorsque le pasteur les a déclarés mari et femme, la petite église a éclaté en une véritable célébration. La réunion qui a suivi dans le jardin de l'église était modeste mais chaleureuse. Les femmes avaient apporté de la nourriture, des tartes, du pain, des confitures. Les hommes avaient contribué à leur mesure. Ce n'était pas sophistiqué, mais c'était offert avec générosité et une sincère bonne volonté. Elelanena s'est retrouvée entourée de femmes qui étaient devenues ses amies, et cette prise de conscience lui a fait monter les larmes aux yeux. « Vous êtes l'une des nôtres maintenant, Dame Henderson », dit-elle en serrant la main d'Elelanena de manière appropriée et officielle, « et ne croyez pas que nous ignorons ce que vous avez fait pour cette communauté. La moitié des jardins de la colonie sont florissants grâce à ce que vous nous avez enseigné. » Même les hommes, initialement sceptiques à l'égard de la mariée du poker, avaient changé d'avis. M. Paulson porta un toast à Caleb et Elelanena Stone. Que leur terre soit aussi fertile que leur union. La seule ombre sur cette journée était l'absence de Thomas Dalton, non pas parce que quelqu'un voulait qu'il soit là, mais parce que son absence semblait délibérée. Il faisait passer un message en ne reconnaissant pas leur mariage, mais Elelanena refusa de le laisser gâcher leur fête. C'était son jour, son choix, sa vie. À la tombée de la nuit, alors que les invités commençaient à partir, Caleb et Eleanor remontèrent un temps ensemble la montagne. Le soleil couchant peignait tout en doré et en rose, et les champs qu'ils avaient labourés ensemble s'étendaient devant eux, verts et abondants. « Tu es heureuse ?» demanda Caleb. « Plus que je n'aurais jamais cru possible, » répondit Elelanena avec sincérité. « Il y a 3 mois, je n'avais rien. Pas de famille, pas de maison, pas d'avenir. Maintenant, j'ai tout cela. » Cette nuit-là marqua un tournant dans leur relation. Ils étaient mariés devant la loi et désormais aux yeux de leur communauté. Leur partenariat provisoire évolua vers quelque chose de plus profond. Eleanor déménagea ses affaires dans la chambre de Caleb et ils commencèrent leur vie ensemble comme de véritables mari et femmes, non seulement de nom, mais aussi dans les faits. Les semaines qui suivirent furent peut-être les plus heureuses qu'ils aient connues.
Ils trouvèrent un rythme facile, travaillant la terre le jour et travaillant sur le catalogue la nuit. Elelana apprit à Caleb à comprendre le latin botanique dans les notes de son père. Il lui apprit à tirer avec plus de précision, à traquer le gibier, à lire les signes météorologiques dans les montagnes. Ils ne construisaient pas seulement une ferme, mais un véritable partenariat entre égaux. Un soir, à la fin de l'été, alors qu'ils étaient assis sous le porche à regarder les étoiles apparaître, Elelana parla de l'avenir. J'ai pensé aux enfants, dit-elle doucement. Je sais que tu as perdu. Je sais ce qui est arrivé à Sarah. Je ne veux pas te pousser, mais je me demandais si tu voudrais réessayer un jour. Caleb resta silencieux pendant un long moment. La perte de son fils le faisait encore souffrir, et le ferait toujours souffrir. Mais en regardant Elelana et la vie qu'ils avaient construite ensemble, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 7 ans. L'espoir que peut-être, éventuellement, il pourrait connaître cette joie sans cette peur écrasante. J'aimerais bien, dit-il finalement. Pas tout de suite peut-être, mais un jour, je pense que je suis prêt à espérer à nouveau. Elelana appuya sa tête contre son épaule. Un jour, ça semble parfait, mais leur existence paisible était sur le point d'être perturbée. Quelques jours plus tard, M. Paulson remonta la montagne, cette fois avec des nouvelles qui glacèrent le sang de Caleb. Dalton a posé des questions, dit Paulson, sur les origines d'Elelana, sur son père, sur la façon dont elle s'est retrouvée entre les mains de Garrett. Il a envoyé des télégrammes dans l'Est pour essayer de trouver des informations. Et il a rencontré le juge territorial pour monter un dossier. Quel genre de dossier? Demanda Elelana, le visage pâle. Je ne sais pas exactement, admit Paulson, mais il ne lâchera pas l'affaire. Il veut avoir accès à ce que tu sais, Elelana, et c'est le genre d'homme qui obtient ce qu'il veut d'une manière ou d'une autre. Après le départ de Paulson, Caleb serra Elelana dans ses bras alors qu'elle tremblait de peur et de colère. « Je ne le laisserai pas t'emmener, » promit-il. « Quels que soient ses plans, nous y ferons face ensemble. » Mais alors même qu'il prononçait ces mots, Caleb sentit un malaise s'installer dans son ventre. Dalton avait de l'argent, de l'influence et des relations qui s'étendaient jusqu'à la capitale territoriale. Qu'avaient-ils, eux? Une petite ferme, quelques plantes florissantes et la bonne volonté de quelques colons. Cela suffirait-il? Elelana sembla lire dans ses pensées. « Nous avons la vérité, dit-elle fermement. Nous avons les recherches de mon père et la preuve que ces méthodes fonctionnent. Nous avons un mariage légal et un droit légitime sur cette terre. Cela doit compter pour quelque chose. » C'est vrai, admit Caleb, mais nous devons nous préparer à tout ce que Dalton pourrait nous opposer. Nous devons mettre tous nos documents en ordre. Notre situation juridique doit être claire et incontestable. Ils passèrent les jours suivants à organiser leurs papiers, le testament du père d'Elelana, leur certificat de mariage, la preuve du droit de propriété de Caleb sur la terre, les documents attestant de leur réussite agricole. Ils en firent des copies et les conservèrent à différents endroits. Ils demandèrent au révérend Matthews d'attester de la légitimité de leur mariage. Ils firent tout leur possible pour protéger ce qu'ils avaient construit. Mais à l'approche de l'automne, alors que la première récolte dépassait même les prévisions optimistes d'Elelana, la tension planait sur eux comme un nuage d'orage. Dalton n'avait pas encore agi, mais il savait que cela allait arriver. La question était de savoir quand et comment, et s'il serait assez fort pour y survivre. Les graines qu'Eleanor avait semées avaient donné une récolte plus abondante que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Mais l'abondance attirait de l'attention, et l'attention des hommes puissants était dangereuse. L'heure été paisible touchait à sa fin, et la véritable épreuve de leur partenariat était sur le point de commencer. La tempête éclata un matin frais d'octobre, lorsque le juge territorial arriva dans la colonie avec une délégation officielle. Caleb et Elelana étaient en ville pour vendre leurs produits agricoles lorsqu'ils apprirent la nouvelle. Le juge Blackwood était venu spécialement de la capitale, à la demande de Thomas Dalton. Il s'installa dans la salle communale, un bâtiment qui servait à la fois de tribunal, de lieu de réunion et de centre social. La nouvelle se répandit rapidement et, à midi, la plupart des habitants s'étaient rassemblés pour voir de quoi il s'agissait. Caleb et Elelana entrèrent dans la salle main dans la main, le cœur battant, mais le visage calme. Le juge Blackwood était un homme imposant d'une 50aine d'années, aux cheveux gris acier et au visage qui suggérait qu'il avait vu toutes les ruses et tous les stratagèmes
que l'humanité avait à offrir. Il était assis à une table à l'avant de la salle, des papiers étalés devant lui. Thomas Dalton était assis à côté de lui, l'air confiant et quelque peu vertueux. Monsieur et Madame Stone, dit le juge d'une voix qui portait dans toute la salle, merci d'être venus. Nous avons une question juridique à discuter concernant votre mariage et le statut de Mme Stone. Notre mariage est légal et dûment documenté, dit Caleb fermement. Nous n'avons rien à répondre. C'est peut-être vrai, dit le juge, mais M. Dalton a porté à mon attention des informations troublantes. Il fit signe à Dalton, qui se tenait debout avec l'air d'un homme sur le point de jouer une main gagnante. Votre honneur, commença Dalton, d'une voix douce et raisonnable. J'ai fait des recherches sur les antécédents de Mme Stone et les circonstances qui l'ont amenée dans cette région. J'ai découvert des informations qui suggèrent que la partie de poker au cours de laquelle M. Stone l'a acquise n'était pas la première transaction la concernant. Lanana serra la main de Caleb. De quoi parlez-vous? Dalton sortit une série de documents. J'ai ici un acte de vente daté de 2 semaines avant la partie de poker en question. Il montre qu'une femme correspondant à la description de Mme Stone m'a été vendue par le même vagabond, Garrett, pour la somme de 200 $. La transaction a été attestée et certifiée à Silver Creek. La salle s'est mise à murmurer. Caleb sentit le sol se dérober sous ses pieds. C'est impossible. Lanana n'a jamais été la propriété de Dalton. Ces documents suggèrent le contraire, dit le juge en examinant les papiers fournis par Dalton. Ils semblent légitimes, correctement signés, attestés et certifiés. Lanana était devenu livide. Ce sont des faux. Je n'ai jamais été vendu à Dalton. Garrett m'avait depuis moins d'1 mois avant la partie de poker. Il n'aurait pas pu me vendre à Dalton 2 semaines auparavant. Les documents racontent une autre histoire, dit Dalton, la voix pleine d'une fausse inquiétude. D'après ces documents, je vous ai acheté à Garrett dans l'intention de vous employer comme consultante agricole. Cependant, avant que je puisse prendre possession de vous, Garrett s'est enfui avec vous et vous a ensuite mis en jeu lors d'une partie de cartes avec M. Stone. En substance, Stone a gagné une propriété qui m'appartenait déjà légalement. Le raisonnement était tordu, mais astucieux. Caleb voyait que le juge Blackwood y réfléchissait, pesant les documents contre leur protestation. « Ce sont des mensonges, dit Caleb d'une voix dure. Dalton a falsifié ces documents parce qu'il veut s'approprier les connaissances de l'Elianena. C'est une accusation grave, dit le juge. Avez-vous des preuves de falsification? Avons-nous des preuves? Caleb sentit la frustration et la peur monter en lui. La preuve, c'est que cela ne s'est jamais produit. Lanana peut témoigner de la vérité, et M. Stone demandera naturellement à sa femme de témoigner en sa faveur, intervint Dalton avec aisance. Votre honneur, je ne cherche pas à détruire le bonheur de qui que ce soit. Je demande simplement ce qui m'appartient légalement. Si Mme Stone était effectivement ma propriété au départ, alors l'acquisition ultérieure de M. Stone n'était pas valide. Je suis prêt à me montrer généreux. Je paierai à M. Stone ce qu'il a payé pour elle, c'est-à-dire, je crois, rien de plus qu'une partie de poker. Et ensuite, Mme Stone pourra venir travailler pour moi comme prévu initialement, dans des conditions appropriées, avec une rémunération équitable. Lanana retrouva sa voix, qui résonna clairement et fortement dans la salle. Je ne suis pas une propriété que l'on peut acheter et vendre. Je suis Lanana Hartwell, fille du professeur Edmund Hartwell de Philadelphie. Mon père est décédé il y a 6 mois, me laissant seul et vulnérable. Je suis tombé entre les mains d'hommes qui m'ont traité comme si je n'étais pas humaine, mais cela ne rend pas leurs actions légales ni leurs revendications valables. Elle sortit des documents de son sac, le testament de son père, des papiers prouvant son identité, des coupures de journaux sur la mort du professeur Hartwell. Ceux-ci prouvent qui je suis. Je n'ai jamais été la propriété de quiconque à vendre. Ce que Garrett a fait était un enlèvement. Ce que Dalton tente de faire maintenant est le même crime déguisé en langage juridique. Le juge examina ces documents avec un intérêt croissant. « Ils semblent authentiques, dit-il. Si vous êtes bien la fille du professeur Hartwell, vous auriez eu le statut juridique d'une citoyenne libre. Les transactions vous concernant seraient nulles. C'est pourquoi j'ai des documents supplémentaires, dit Dalton, produisant d'autres papiers. J'ai ici une déclaration sous serment de Garrett affirmant que Mlle Hartwell est venue le voir volontairement pour chercher un emploi et un moyen de transport. Il prétend qu'elle s'est engagée auprès de lui en échange d'un passage et d'une protection.
La vente ultérieure à moi-même était un transfert légal de ce contrat d'engagement. C'est un mensonge. La voix d'Elalana tremblait de rage. Garrett et deux autres hommes ont tendu une embuscade à notre campement après la mort de mon père. Ils ont volé tout ce que nous avions et m'ont emmené de force. Je n'ai jamais rien signé. Je n'ai jamais rien accepté. Avez-vous des témoins de cet enlèvement présumé? Demanda le juge. Elalana baissa la tête. Mon père était mort. Nous étions seuls dans la nature sauvage. Il n'y avait aucun témoin, à part les hommes qui m'ont enlevé. Le juge soupira. C'est compliqué. Nous avons des revendications contradictoires, des documents qui peuvent être authentiques ou non, et aucun moyen de vérifier le témoignage du témoin principal. Ce Garrett a opportunément disparu. Opportunément, en effet, dit Caleb, probablement parce que Dorton l'a payé pour disparaître après avoir falsifié ses documents. Encore une fois, une accusation grave sans preuve, dit Dorton. Votre honneur, je propose une solution. Renvoyez l'affaire devant la capitale territoriale pour qu'elle soit jugée dans son intégralité. En attendant, Mme Stone devrait être placée en détention préventive afin d'assurer sa sécurité et son bien-être pendant que l'affaire est jugée. En détention préventive? S'écria Elalana. Vous voulez dire sous votre garde? Vous voulez dire m'éloigner de mon mari et de ma maison et me forcer à travailler pour vous pendant que vous traînez cette affaire dans des procédures judiciaires qui pourraient durer des mois, voire des années? Le juge semblait mal à l'aise. Les préoccupations de Mme Stone sont légitimes. Cependant, s'il existe un doute légitime quant à la légalité de son mariage avec M. Stone, nous devons nous assurer d'un contrôle approprié. La salle éclata en protestation. Madame Henderson se leva, sa voix couvrant le bruit. Juge Blackwood, c'est ridicule. Elalana Stone vit dans notre communauté depuis des mois. Elle a prouvé qu'elle était une femme de caractère et de savoir. Elle a librement choisi d'épouser Caleb Stone, et leur mariage est reconnu par notre Église et notre communauté. Vous ne pouvez pas simplement l'emmener sur la base de quelques documents administratifs fournis par Thomas Dalton. D'autres voix se joignirent à la sienne. M. Paulson se leva. Dalton tente d'acquérir les connaissances d'Elalana depuis qu'il a entendu parler d'elle pour la première fois. Il s'agit simplement d'une nouvelle tentative pour obtenir ce qu'il veut par le biais de manipulations juridiques. La femme de l'instituteur, Mme Paulson, a ajouté sa voix. Nous avons vu comment Dalton opère. Il a chassé 3 familles l'année dernière grâce à des manœuvres juridiques similaires. C'est le même schéma. Le juge Blackwood a levé la main pour demander le silence. Je comprends que les émotions soient vives ici, mais la loi est la loi, et ces documents nécessitent une enquête en bonne et due forme. J'ordonne que cette affaire soit transférée à la capitale territoriale pour une audience complète. En attendant, elle est ma femme, légalement mariée devant témoins et le clergé. Vous ne pouvez pas la prendre sur la base de documents falsifiés et de la parole d'un homme qui a disparu. L'expression du juge s'est durcie. Monsieur Stone, je comprends votre position, mais je suis également conscient que vous disposez de moyens et d'une influence limitée, tandis que M. Dalton dispose de ressources considérables et d'une position importante dans ce territoire. Si cette affaire est jugée et qu'il est établi que vous avez hébergé des biens qui appartenaient légalement à un tiers, la voix d'Elalana trancha comme un couteau. Je ne suis pas un bien. Je suis un être humain doté de droits et d'une capacité d'agir. Mon père était un scientifique respecté. J'ai une éducation, des connaissances, des compétences. J'ai choisi d'épouser Caleb Stone. Ce choix m'appartient et aucun document falsifié ne peut changer cela. Elle sortit un autre document de son sac, une médaille prestigieuse que son père avait reçue de l'Académie des sciences de Philadelphie. Elle appartenait à mon père. Elle prouve son statut et, par extension, le mien. Je suis Elalana Hartwell Stone, citoyenne libre et scientifique à part entière, et je ne serai pas traité comme un bien par Thomas Dalton ou qui que ce soit d'autre. Le juge examina la médaille, visiblement impressionné malgré lui. La tension dans la salle était palpable. Finalement, Dalton prit la parole, et sa voix avait perdu une partie de son assurance habituelle. « Votre honneur, nous pouvons peut-être parvenir à un compromis. Permettez à Mme Stone de rester avec son mari pour l'instant, mais fixez une audience dans 30 jours à la capitale territoriale. Les 2 parties pourront présenter leurs preuves et une décision finale pourra être prise. C'est certainement raisonnable. » Mais lorsque son regard croisa celui d'Eleanor, ses yeux étaient froids et calculateurs,
et Eleanor comprit soudainement que ce n'était pas fini. Dalton allait utiliser ces 30 jours pour fabriquer davantage de preuves afin de faire pression sur les autorités et monter un dossier juridique inattaquable. Il jouait un jeu à long terme et il était très doué pour cela. Le juge accepta le compromis et fixa la date de l'audience dans 30 jours. Alors que la salle se vidait, Caleb et Elelanena restèrent debout, entourés de voisins qui les soutenaient, mais conscients du poids de ce qui les attendait. Nous avons 30 jours, dit Eleanor à voix basse. 30 jours pour prouver que les documents sont falsifiés, pour monter notre dossier, pour trouver un moyen de le battre. Alors nous allons utiliser chaque minute, répondit Caleb. Mais sa main posée sur son épaule tremblait légèrement, trahissant la peur qu'il ne voulait pas exprimer. Ils venaient de découvrir que leur vie paisible pouvait leur être enlevée par un homme puissant grâce à des documents falsifiés et à des manipulations juridiques. La question était de savoir s'ils étaient assez forts et assez intelligents pour riposter. Les 30 jours passèrent dans un tourbillon de préparatifs désespérés. Caleb et Elelanena travaillèrent avec une intensité concentrée, essayant de monter un dossier capable de résister à l'argent et à l'influence de Dalton, mais les chances semblaient insurmontables. Dalton avait l'oreille du gouverneur territorial, des relations dans tout le système judiciaire et des ressources apparemment illimitées pour fabriquer toutes les preuves dont il avait besoin. Elelanena se lança dans l'achèvement du catalogue de son père avec une urgence renouvelée. Si elle devait être emmenée, elle voulait laisser quelque chose derrière elle, un registre complet de tout ce que son père avait découvert et de tout ce qu'elle avait appris. Elle travaillait tard chaque nuit pour documenter les techniques de plantation, la composition des sols, les variétés de semences et les méthodes de culture. Son écriture remplissait page après page, créant un guide complet que tout colon pouvait suivre. Caleb la regardait travailler jusqu'à l'épuisement, poussé à part égale par la peur et la détermination. Il essayait de l'aider autant qu'il le pouvait, mais il se sentait impuissant face à la machine judiciaire que Dalton avait mise en marche. Que savait un simple montagnard des tribunaux, des juges et des procédures judiciaires? Ses armes étaient l'honnêteté et le travail acharné, et celles-ci semblaient pitoyablement insuffisantes face à la manipulation calculée de Dalton. 2 semaines avant l'audience, Caleb prit une décision. Il retournerait à la colonie et tenterait de trouver des preuves des falsifications de Dalton. Quelqu'un avait forcément été témoin de la création de ces faux documents. Quelqu'un devait savoir quelque chose qui pourrait les aider. « Je ne veux pas que tu y ailles seul, dit Elelanena lorsqu'il lui fit part de son projet. Et s'il t'arrivait quelque chose? Je ferai attention, promit Caleb. Mais nous avons besoin de plus que notre parole contre ces documents. Je dois essayer. La veille de son départ, ils s'allongèrent ensemble dans l'obscurité, enlacés. Elelanena suivit du doigt la cicatrice sur l'épaule de Caleb, une vieille blessure datant de son service militaire, et murmura « Si on m'emmène, si Dalton gagne, ne parle pas comme ça, l'interrompit Caleb. Non, écoute, insista Eleanor. Si cela arrive, je veux que tu saches que ces mois passés avec toi ont été les plus heureux de ma vie. Tu m'as redonné un but, ma dignité, mon espoir. Quoi qu'il arrive, personne ne pourra m'enlever cela. Caleb la serra contre lui. Je ne te perdrai pas. J'ai perdu Sarah. J'ai perdu mon fils. Je ne te perdrai pas toi aussi. Quoi que je doive faire, quel qu'en soit le prix, je te protégerai. Promets-moi quelque chose, murmura Eleanor. Promets-moi que tu finiras le catalogue si je n'y arrive pas. Assure-toi que le travail de mon père survive. Assure-toi que d'autres personnes puissent bénéficier de ce qu'il a appris. C'est plus important que tout. Je te le promets, dit Caleb, même si ces mots lui laissaient un goût amer dans la bouche. Mais on n'en arrivera pas là. Nous allons gagner. Le lendemain matin, Caleb descendit la montagne vers un danger incertain. Il passa 2 jours dans la colonie et ses environs, parlant à tous ceux qui pouvaient avoir des informations. Il apprit que Garrett avait effectivement quitté le territoire, grassement payé par quelqu'un, selon les rumeurs. Il apprit que le notaire qui était censé avoir certifié des documents était nouveau dans la région, engagé par Dalton quelques semaines seulement avant la transaction supposée. Il apprit que 2 autres familles que Dalton avait chassées avaient vécu des histoires similaires, avec des documents opportuns apparaissant à des moments cruciaux, mais apprendre et prouver étaient 2 choses différentes. Tout le monde avait peur de s'opposer officiellement à Dalton. Il détenait des hypothèques,
contrôlait les droits sur l'eau et avait le pouvoir de détruire quiconque s'opposait à lui. Les soupçons chuchotés n'étaient pas des preuves qui tiendraient devant un tribunal. Lors de sa troisième nuit loin de chez lui, Caleb prit une décision désespérée. Il allait s'introduire dans le bureau du ranch de Dalton et chercher des preuves des falsifications. C'était illégal, peut-être dangereux, mais il n'avait plus d'autre choix. Il attendit bien après minuit, puis s'approcha de la vaste maison du ranch de Dalton par l'arrière. Le bureau se trouvait dans un bâtiment séparé, plus facile d'accès sans alerter la maison principale. Il crocheta la serrure, une compétence acquise pendant son service militaire, et se glissa à l'intérieur. La lumière de la lune qui pénétrait par les fenêtres lui permettait de voir suffisamment. Il fouilla les dossiers et les registres, à la recherche de tout ce qui pourrait prouver les falsifications ou révéler un schéma de manipulation similaire. Ce qu'il découvrit était pire que ce qu'il avait imaginé. Dalton avait des dossiers sur des dizaines de propriétaires fonciers. Il avait systématiquement identifié les propriétés de valeur et les vulnérabilités de leurs propriétaires. Pour certains, il s'agissait de dettes qu'ils pouvaient exploiter. Pour d'autres, il s'agissait de complications juridiques qu'ils pouvaient exploiter. Pour 3 familles, dont une que Caleb reconnut, il y avait des notes sur la préparation de documents avec des dates antérieures aux actions en justice supposées. Il s'agissait d'un schéma, d'un modèle commercial fondé sur la corruption et la coercition. Caleb photographiait les pages avec un petit appareil photo qu'il avait emprunté, espérant que les images pourraient servir de preuve, lorsqu'il entendit des voix à l'extérieur. Son cœur se mit à battre à tout rompre lorsqu'il réalisa que les hommes de Dalton s'approchaient du bureau. Il avait été découvert. Il réussit à glisser l'appareil photo dans sa veste et recula vers une fenêtre lorsque la porte s'ouvrit brusquement. 3 des hommes engagés par Dalton entrèrent, et Caleb les reconnut comme étant le genre de personnages brutaux, prêts à tout pour de l'argent. Un combat était inévitable. Caleb avait été soldat et éclaireur. Il savait se battre, et il se battit alors avec une force désespérée. Mais à 3 contre 1, avec un espace de manœuvre limité, les chances n'étaient pas en sa faveur. Il réussit à en mettre 2 à terre, mais le troisième lui asséna un coup violent dans les côtes avec un gourdin. Caleb sentit quelque chose se briser, une douleur explosive lui traversant le flanc. Il lutta contre la douleur, réussit à se libérer et plongea par la fenêtre dans une pluie de verre brisé. Il roula sur lui-même, se releva en courant malgré la douleur dans ses côtes et parvint à rejoindre son cheval. Des coups de feu retentirent derrière lui, mais il galopait déjà dans l'obscurité, penché en avant sur le cou du cheval. Il chevaucha toute la nuit, chaque respiration lui causant une douleur atroce à cause de ses côtes cassées. Le sang de ses nombreuses blessures imprégnait sa chemise. Mais il avait l'appareil photo. Il avait la preuve. S'il parvenait à rentrer chez lui, ils auraient peut-être une chance. L'aube se levait lorsqu'il arriva enfin à la ferme. Eleanor était déjà debout et travaillait dans les champs malgré l'heure matinale. Quand elle le vit arriver à cheval, blessé et ensanglanté, elle laissa tomber ses outils et courut vers lui. « Caleb, que s'est-il passé? » Il descendit de cheval en gémissant, manquant de tomber. Eleanor le rattrapa et l'aida à entrer dans la cabane. Elle nettoya ses blessures et banda ses côtes cassées, mais pas gravement. Il lui raconta tout au sujet des dossiers de Dalton, du système de corruption, des preuves qu'il avait réussi à photographier. « Nous avons maintenant des preuves, dit-il en serrant les dents. Pas seulement sur ton affaire, mais sur tout ce qu'il a fait. Si nous pouvons les transmettre aux bonnes personnes, si nous pouvons survivre assez longtemps pour les présenter, dit Eleanor d'un ton sombre. Caleb, tu t'es introduit dans sa propriété. Tu as volé des documents. Il pourrait te faire arrêter. Cela en valait la peine, insista Caleb, mais il savait qu'elle avait raison. Ils avaient aggravé la situation et Dalton ne laisserait pas passer cela sans réagir. Ils n'eurent pas à attendre longtemps. Cet après-midi-là, des cavaliers apparurent sur la crête. 6 hommes de Dalton, lourdement armés. Mais ils ne s'approchèrent pas de la ferme. Ils restèrent là, à observer. Le message était clair. Ils étaient encerclés, surveillés, piégés. Eleanor se tenait sous le porche, regardant les cavaliers au loin, et sentit la peur se transformer en colère. Il essaie de nous intimider, de nous faire sentir impuissants. Ça marche, admit Caleb, une main pressée contre ses côtes bandées. Mais cette soirée apporta un revirement inattendu.
Au coucher du soleil, d'autres cavaliers s'approchèrent, mais ce n'étaient pas les hommes de Dalton. Madame Henderson menait un groupe de femmes de la colonie, leur chariot chargé de provisions. Derrière elle venait M. Paulson et plusieurs autres fermiers, tous armés. Madame Henderson descendit du chariot avec l'autorité d'un général commandant ses troupes. Nous avons entendu parler des problèmes. Nous avons pensé que vous auriez besoin d'aide. Martha, vous ne devriez pas être ici, dit Caleb. Les hommes de Dalton nous surveillent. Vous pourriez vous mettre en danger. Laissez-les regarder, répondit fermement Madame Henderson. Nous ne vous laisserons pas affronter cela seuls. Elanana est l'une des nôtres, et nous protégeons les nôtres. Les femmes s'attelèrent à installer le campement, à y préparer le repas et à organiser les tours de garde. Les hommes se positionnèrent stratégiquement autour de la propriété. Ce qui n'était qu'une ferme isolée sous surveillance devint un rassemblement communautaire fortifié. Voyant leur nombre augmenter, les hommes de Dalton se retirèrent à une position plus éloignée. Cette nuit-là, rassemblés autour d'un feu, la communauté tint conseil. M. Paulson avait des nouvelles. J'ai envoyé un message au shérif territorial, le shérif fédéral, pas le shérif local que Dalton a dans sa poche. Je lui ai parlé du vol systématique de terre, des familles expulsées, de tout. Il est intéressé. Il dit que s'il y a des preuves de corruption systématique, cela relève de la juridiction fédérale. Nous avons des preuves, a dit Caleb en montrant la caméra et en expliquant ce qu'il avait découvert. Mais je les ai obtenues illégalement. Seront-elles même recevables? C'est au shérif de le déterminer, a répondu Paulson. Le fait est que Dalton n'opère plus dans l'ombre. Les gens le surveillent, les gens en parlent, et le gouvernement fédéral n'aime pas la corruption territoriale qui lui fait mauvaise presse. Eleanor a senti l'espoir renaître pour la première fois depuis des jours. Nous avons donc une chance. Nous avons plus qu'une chance, a déclaré Mme Henderson. Nous sommes tous ensemble, et cela vaut plus que tout l'argent et l'influence de Dalton. Au cours des jours suivants, d'autres familles sont venues manifester leur soutien. La propriété est devenue un symbole de résistance contre l'oppression systématique de Dalton. Des histoires ont émergé sur d'autres familles qu'il avait lésées, d'autres propriétés qu'il avait volées grâce à des manipulations juridiques. Ce qui avait commencé comme la tentative d'un homme de s'approprier les connaissances d'une femme avait révélé un système de corruption beaucoup plus vaste. Le shérif territorial est arrivé 5 jours avant l'audience prévue. C'était un homme mince et buriné, âgé d'une 50aine d'années, nommé Clayton, dont le regard ne manquait rien. Il a interrogé Caleb et Elanina, examiné les preuves et parlé aux familles que Dalton avait lésées. Il a examiné les documents falsifiés avec un expert en écriture qu'il avait amené avec lui. Il s'agit sans aucun doute de faux, confirma l'expert. La composition de l'encre est différente de celle utilisée à la date indiquée. Le papier n'existait pas il y a 2 mois. Les signatures ne sont pas cohérentes. Celui qui a fabriqué ces documents était doué, mais pas assez. Le shérif Clayton regarda Eleanor avec respect. Madame Stone, vous et votre mari avez rendu service au territoire. Dalton menait cette escroquerie depuis au moins 3 ans, mais personne n'avait le courage ou les preuves nécessaires pour le défier. Vous nous avez donné les deux. Et maintenant, que va-t-il se passer? Demanda Eleanor. Maintenant, nous allons à cette audience, répondit Clayton. Mais cela ne se passera pas comme Dalton l'espère. Au lieu de vous défendre, vous allez me regarder l'arrêter pour fraude, falsification et complot. Ensuite, nous allons démanteler toute son opération et rendre leurs biens aux personnes qui l'a lésé. Caleb sentit quelque chose se libérer dans sa poitrine, la tension qu'il portait depuis des semaines. Ils avaient réussi contre toute attente. Ils avaient trouvé un moyen de riposter et de gagner. Mais Elanina avait toujours l'air troublé. Dalton ne va pas se laisser faire, il a trop à perdre. Les hommes comme lui ne se rendent pas sans combattre. Elle avait raison. La confrontation finale était encore à venir, et elle serait plus dangereuse que ce qu'ils avaient tous prévu. Mais pour l'instant, ils avaient de l'espoir. Ils avaient des preuves. Et ils avaient une communauté qui les soutenait. Les graines qu'Eleanor avait semées avaient donné naissance à bien plus que de simples récoltes. Elles avaient donné naissance à la solidarité, à la résistance et au courage de s'opposer à l'injustice. Quoi qu'il arrive ensuite, ils y feraient une face ensemble. Le cabinet médical se trouvait à 3 bâtiments du palais de justice. Caleb y fut transporté par les adjoints, tandis qu'Elanina maintenait une pression sur sa blessure, les mains fermes malgré sa peur.
La balle avait traversé la chair de son épaule, manquant l'os et les principaux vaisseaux sanguins. Douloureux, mais pas mortel, confirma le médecin après un examen rapide. Vous avez de la chance, avait-il ajouté en nettoyant et en bandant la blessure. Si elle avait été décalée de quelques centimètres vers la droite, nous aurions eu une conversation bien différente. Ce n'est pas de la chance, avait répondu Caleb en regardant Eleanor. C'est une raison. J'avais quelque chose qui valait la peine d'être protégé. De retour au palais de justice, Dalton était menotté, ses hommes désarmés et arrêtés. L'image respectable qu'il avait entretenue pendant des années était complètement brisée. En essayant de tirer sur Eleanor, il avait prouvé tout ce dont on l'accusait, qu'il la considérait comme une propriété à contrôler ou à détruire, qu'il était prêt à recourir à la violence pour obtenir ce qu'il voulait, qu'il accordait plus d'importance au pouvoir qu'à la loi. Le Marshal Clayton menait ses affaires avec une autorité efficace. Dalton fut officiellement inculpé de tentative de meurtre, en plus des accusations de fraude et de falsification. Son avocat, voyant à quel point les choses avaient mal tourné, prit discrètement ses distances avec l'affaire. D'autres fonctionnaires qui étaient à la solde de Dalton se sont soudainement trouvés occupés par d'autres affaires urgentes. Dans l'après-midi, Caleb était bandé et mobile, le bras en écharpe. Lui et Eleanor sont retournés au tribunal pour la procédure finale. Le juge Blackwood, visiblement secoué par la violence qui avait éclaté dans sa salle d'audience, s'est adressé à l'Assemblée. Ce tribunal reconnaît que les documents présentés par Thomas Dalton concernant Eleanor Stone étaient frauduleux. Le mariage entre Caleb Stone et Eleanor Hartwell Stone est légitime et légal. Madame Stone est une citoyenne libre, jouissant de tous ses droits et privilèges. En outre, cette Cour reconnaît l'existence d'un vaste réseau de corruption et de fraude mis en place par M. Dalton et ordonne une enquête approfondie sur toutes les transactions foncières auxquelles il a participé au cours des 5 dernières années. Il a regardé Eleanor avec une expression qui semblait dire « Respect, Madame Stone, je vous présente mes excuses pour cette épreuve que vous avez dû endurer. Vous vous êtes comporté avec une dignité et un courage remarquables. » Eleanor s'est levée, tenant toujours la main valide de Caleb. « Merci, Votre Honneur, mais je ne suis pas la seule victime ici. Il y a des familles dans tout ce territoire qui ont perdu leurs terres et leurs moyens de subsistance à cause des manœuvres de Dalton. J'espère que la justice leur sera également rendue. Elle le sera, lui assura Marshal Clayton. Nous allons mener une enquête approfondie. Toutes les familles qui ont des preuves de fraude ou de coercition doivent se manifester. Les propriétés illégalement saisies seront restituées dans les prochaines heures. Les gens commencèrent à raconter leur histoire. Les familles qui avaient trop peur pour s'exprimer trouvèrent le courage de le faire grâce à l'exemple d'Eleanor. L'ampleur de la corruption de Dalton devint évidente. Des dizaines de propriétés acquises grâce à des documents frauduleux, à l'intimidation et à des manipulations juridiques. Il avait bâti un empire sur la souffrance d'autrui, et cet empire s'effondrait désormais. Au coucher du soleil, Caleb et Eleanor quittèrent enfin le palais de justice. Ils étaient épuisés, vidés par les événements de la journée, mais aussi profondément soulagés. C'était fini. Vraiment, vraiment fini. Dalton allait aller en prison. Ses revendications frauduleuses étaient annulées. Leur mariage était sauvé. Madame Henderson les attendait dehors avec les autres femmes venues les soutenir. « Eh bien, dit-elle avec satisfaction, voilà qui est fait. Maintenant, rentrons à la maison. Vous avez eu assez d'émotions pour aujourd'hui. » Ils passèrent la nuit dans la capitale, dans une modeste pension. La propriétaire, apprenant qui ils étaient et ce qui s'était passé, refusa leur paiement. « Vous vous êtes opposé à la corruption, dit-elle. Il faut du courage pour ça. Votre argent ne vaut rien ici. » Cette nuit-là, dans leur chambre louée, Eleanor aida Caleb à changer ses bandages. Elle nettoya la blessure et appliqua la pommade fournie par le médecin avec douceur. « Tu as pris une balle pour moi, dit-elle doucement. Tu aurais pu être tué. »« Toi aussi, répondit Caleb. C'était son intention. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. » Eleanor le regarda. Cet homme qu'il avait gagné au poker et lui avait rendu sa vie. « Je t'aime, dit-elle. » C'était la première fois qu'il prononçait ces mots. « Pas parce que tu m'as sauvé, même si c'est le cas. Pas parce que tu m'as donné un foyer, même si c'est aussi le cas. Je t'aime parce que tu me vois. Tu me respectes. Tu me traites comme une partenaire à part entière dans tout ce que nous faisons.
C'est plus rare que l'or et plus précieux. Caleb leva sa main valide et lui prit le visage entre ses mains. Je t'aime aussi. Tu m'as ramené à la vie. Tu m'as fait redécouvrir ce que signifie espérer, construire, se soucier de demain. Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée, même si tu es venu à moi dans les circonstances les plus étranges qui soient. Ils s'embrassèrent tendrement et profondément, réaffirmant leurs vœux et leur engagement. La violence de la journée s'estompa. Ce qui comptait, c'était cela. Deux personnes qui s'étaient trouvées contre toute attente, qui s'étaient battues ensemble et qui avaient construit quelque chose de réel et de durable à partir des décombres de leur vie passée. Rentrons chez nous demain. Eleanor répondit, dans notre montagne, sur notre terre, dans notre vie. Chez nous, acquiesça Caleb, ça me semble parfait. Et pour la première fois depuis que Dalton avait agi, ils dormirent tous deux paisiblement, sachant que la menace avait disparu et que l'avenir leur appartenait. Les graines qu'Ellanena avait semées, au sens propre comme au figuré, avaient survécu à la tempête. Elles pouvaient désormais pousser sans crainte, nourries par l'amour et protégées par la justice. 6 mois passèrent et le printemps revint dans les montagnes du Montana. La neige qui avait recouvert les sommets tout l'hiver commença à fondre et la terre s'éveilla à une nouvelle croissance. L'épaule de Caleb avait bien guéri, même si elle lui faisait parfois mal lorsque le temps changeait, lui rappelant à jamais le jour où il s'était interposé entre la violence et la femme qu'il aimait. La ferme s'était transformée au-delà de tout ce que Caleb aurait pu imaginer pendant ces années solitaires qui avaient suivi la mort de Sarah. Les champs qu'Ellanena avait semés l'année précédente étaient préparés pour une nouvelle saison. Et cette fois, il savait exactement quoi faire. Le catalogue du père d'Ellanena était terminé, un guide complet sur l'agriculture dans les régions pionnières qu'elle avait achevé pendant les mois d'hiver. Il avait été imprimé et distribué dans tout le territoire, et d'autres exemplaires avaient été demandés par des colonies aussi lointaines que le Wyoming et l'Idaho. Le nom du professeur Hartwell et celui d'Eleanor à côté seraient gravés dans la mémoire des générations de colons qui utilisaient leurs connaissances pour faire prospérer cette terre hostile. Mais le changement le plus visible ne se trouvait pas dans les champs. Il se trouvait en Eleanor elle-même. Elle était désormais visiblement enceinte et devait accoucher pendant l'été. Cette grossesse était à la fois une source de joie et d'inquiétude. Caleb ne pouvait s'empêcher de penser à Sarah, ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. Mais Ellanena était forte et en bonne santé, et le médecin itinérant qui l'examinait régulièrement leur assurait tous les deux que tout se passait normalement. Ils avaient agrandi la cabane pendant l'hiver, la transformant en une construction plus solide. La chambre qu'ils avaient préparée pour le bébé était lumineuse et chaleureuse, avec une fenêtre donnant sur les champs et les montagnes. Contrairement à la chambre d'enfant que Caleb avait construite pour son premier enfant, celle-ci serait utilisée. Cette fois-ci, l'espoir serait comblé plutôt que brisé. Le procès de Thomas Dalton s'était terminé en février. Il avait été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et condamné à 10 ans de prison territoriale. Ses terres avaient été saisies et redistribuées aux familles qui l'avaient escroqué. La révélation de sa corruption avait déclenché une vague de réformes dans la gouvernance territoriale, avec un contrôle fédéral accru afin d'empêcher des manœuvres similaires. Ce qui avait commencé comme la tentative d'un homme de s'approprier les connaissances d'une femme avait mis au jour des problèmes systémiques et conduit à des changements significatifs. Par une chaude matinée d'avril, Caleb et Ellanena étaient assis sur leur véranda agrandie, buvant leur café et regardant le soleil levant peindre les montagnes de nuances roses et dorées. La main d'Ellanena reposait sur son ventre, sentant le bébé bouger sous sa paume. « Ton père serait fier de toi, dit Caleb comme il le faisait souvent. Le catalogue touche des gens dans tous les territoires. Le travail de sa vie aide les familles à se construire une vie meilleure. » Et Ellanena sourit et chercha la main de Caleb. « C'est le travail de notre vie maintenant. Nous l'avons accompli ensemble, tout comme nous construisons cette vie ensemble. » Le bruit des chariots qui approchaient attira leur attention. C'était Madame Henderson et plusieurs autres femmes de la colonie qui arrivaient pour le cercle de quilting, devenu un rendez-vous régulier à la ferme en pierre. Les femmes avaient pris l'habitude de se réunir toutes les quelques semaines pour travailler ensemble sur des projets, tout en partageant des nouvelles et en se soutenant mutuellement. Elles confectionnaient une courte pointe pour le bébé d'Eleanor. Chaque femme apportait un carré qui représentait quelque chose d'important.
Les plantes du jardin d'Elelanena, les montagnes du paysage qu'elle partageait toutes, des symboles d'espoir et de communauté. Bonjour, Eleanor Caleb, s'écria joyeusement Madame Henderson. C'est une belle journée pour travailler sur ce quilt. Ton petit bout ne va plus tarder à arriver. Pendant que les femmes s'installaient pour coudre et discuter, Caleb se rendit dans les champs où plusieurs fermiers voisins arrivaient pour une séance de travail. Elelanena avait accepté d'enseigner des techniques avancées de culture associée et la nouvelle s'était répandue. Il venait désormais de tout le territoire pour apprendre d'elle. La ferme était devenue un centre d'innovation agricole, exactement comme Elelanena l'avait rêvé lorsqu'elle avait voyagé avec son père à la frontière. À midi, Elelanena rejoignit les hommes dans les champs, sa grossesse ne la ralentissant pas autant que Caleb le craignait. Elle se déplaçait entre les plates-bandes, expliquant la théorie derrière chaque disposition, démontrant les techniques, répondant aux questions avec la patience et la précision d'une enseignante née. En la regardant, Caleb sentit son cœur se gonfler de fierté et d'amour. Cette femme remarquable, qui était venue à lui comme un prix de poker, couverte de saleté et de peur, était devenue le centre d'une communauté, une enseignante qui changeait des vies, une partenaire qui rendait tout meilleur. Ce soir-là, après le départ de leurs visiteurs et alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, Caleb et Elelanena se promenèrent ensemble dans leurs champs. Le sol était désormais sombre et riche, transformé par 2 années de soins attentifs. Des pousses vertes émergeaient déjà, promettant une nouvelle récolte abondante. « Tu te souviens de ce premier matin ?» demanda Eleanor. « Quand tu m'as trouvé agenouillé dans ton champ, j'ai cru que tu avais perdu la tête, » admit Caleb avec un sourire. « Une femme étrange qui jouait dans la boue à l'aube. J'avais trouvé l'espoir, » dit Eleanor. « Pour la première fois depuis la mort de mon père, j'avais trouvé quelque chose qui valait la peine d'être chéri. Cette terre, ce travail, ce but. Et puis je t'ai trouvé. » Ils s'arrêtèrent à l'endroit où Eleanor s'était agenouillée pour la première fois et avait examiné le sol, l'endroit où tout avait changé. Caleb passa son bras autour de ses épaules, en prenant soin de ne pas toucher son ventre arrondi. « Tout le saloon s'est moqué de moi ce soir-là, » dit-il, en disant que j'avais fait la pire affaire du Montana. Ils avaient tort. J'ai gagné la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Eleanor appuya sa tête contre son épaule. Nous nous sommes trouvés. 2 personnes qui avaient tout perdu, trouvant quelque chose qui valait la peine d'être construite ensemble. Alors que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait, ils se tenaient ensemble, regardant ce qu'ils avaient créé. Pas seulement les champs florissants et la cabane agrandie, mais aussi la communauté, les connaissances partagées, les vies changées. Ce qui avait commencé comme un pari de poker entre ivrognes était devenu une histoire d'amour, une révolution agricole et un témoignage de la puissance de voir les gens tels qu'ils sont vraiment, plutôt que tels que les circonstances les ont fait apparaître. À l'intérieur d'Eleanor, leur enfant bougeait et donnait des coups de pied, impatients de vivre. Autour d'eux, la terre qu'ils avaient cultivée ensemble se préparait pour une nouvelle saison de croissance. Et au-dessus d'eux, le ciel du Montana s'étendait, vaste et magnifique, plein d'étoiles et de possibilités. Les graines qu'Eleanor avait plantées continuaient de pousser et continueraient de pousser longtemps après cette saison et cette récolte. Ils n'avaient pas seulement planté des cultures, mais aussi de l'espoir, pas seulement des connaissances, mais aussi une communauté, pas seulement un jardin, mais aussi un héritage. Et en été, ils accueilleraient une nouvelle vie dans le monde qu'ils avaient construit ensemble. Un enfant qui grandirait en sachant que l'amour peut se trouver dans des endroits inattendus, que les choses sans valeur s'avèrent parfois inestimables et que les plus grandes bénédictions se présentent souvent sous la forme de catastrophes. Caleb Stone était entré dans ce saloon en pensant que sa vie était finie, que ses meilleurs jours étaient derrière lui. Il s'était trompé. Ses meilleurs jours venaient de commencer, à partir du moment où il avait choisi la gentillesse plutôt que la cruauté, la compassion plutôt que la commodité, et où il avait vu la valeur d'une femme que tout le monde avait rejetée. Alors qu'ils retournaient à leur cabane, main dans la main, l'avenir s'étendait devant eux, incertain dans ses détails, mais certain dans ses fondements. Ils savaient l'un l'autre, ils avaient leur terre, ils avaient leur but, et ils avaient leur amour. C'était suffisant, plus que suffisant.